Bienvenue à tous. Donc moi, c'est Pauline, je suis consultante product chez WeFit et je co-organise avec toute une équipe les WeTalk. C'est des rendez-vous entre experts product autour de différentes thématiques qui prennent plusieurs formats. On a notamment un format en présentiel qu'on retransmet sur YouTube en live tous les trimestres. Et on a également des webinaires comme aujourd'hui qui permettent du coup de donner la parole à des WeFitters. Et notre speaker du jour, c'est Pierre-Louis qui vous a préparé un super contenu autour du sujet épineux de la prise de décision dans les organisations. Mais avant toute chose, on voudrait juste rapidement vous présenter WeFit, qui on est. Et pour ça, je laisse la parole à Pablo, qui est account développeur chez nous. Bonjour tout le monde, bienvenue. Je vais faire une petite intro sur Wi-Fi pour ceux qui ne nous connaissent pas. On est un cabinet de conseil spécialisé des métiers du product management. On a pour mission de réconcilier impact business et produits dans les grandes organisations. Notre objectif, c'est d'accompagner durablement nos clients à travers quatre modalités, du conseil stratégique au renfort opérationnel sur des métiers autour du product, donc PO, PM plus classique, les différents niveaux de seniorité évidemment, et puis des rôles plus spécifiques autour de la data et l'IA évidemment, de l'Ops et du product marketing. Pour détailler juste rapidement un tout petit peu plus, aujourd'hui c'est 120 consultants spécialistes des métiers du product travaille dans à peu près tous les secteurs d'activité aujourd'hui, avec quelques logos qu'on vous a mis juste en dessous qui pourront vous parler concernant les missions qu'on a pu délivrer chez nos clients depuis maintenant plus de 6 ans. Voilà pour cette intro pour WeFit. Super, merci. Bah, écoutez, sans plus attendre, je pense qu'on va laisser la parole à Pierre-Louis. The floor is yours. Merci Pauline, merci Pablo. Bienvenue à tous. Je vais vous parler d'un sujet qui m'est très cher, qui est donc la possibilité à toutes les équipes de mieux décider plus vite, d'être plus informées à l'échelle d'une organisation au sens large plutôt qu'à l'échelle individuelle et chacun dans son coin. Un sujet hyper important pour faire du product. Pourquoi je vous parle de ça? Moi, donc c'est Pierre-Louis. OG, je suis consultant product chez WeFit. J'ai plus de 8 ans d'expérience en product. Je me suis spécialisé en product stratégie et ops. J'ai réuni plus de 30 équipes au sein de plein de grands groupes français, notamment, et animé plus de 200 ateliers dans ma petite carrière pour l'instant. Je vais essayer de vous donner le maximum de tips, de méthodologies hyper concrètes, avec aussi un peu de théorie à côté, pour répondre un peu aux besoins de tout le monde. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui étaient là aussi au talk de Claire il y a 2 semaines, donc ça c'est génial. J'avais fait une petite intro à ce talk pour teaser donc ce webinaire. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais vous commencer un peu en remettant tout le monde à niveau, en réexpliquant cette histoire vraie que moi j'ai vécue et qui a vraiment inspiré tout le sujet de ce talk. Donc sans plus tarder, je vais vous demander de fermer les yeux, réfléchir un petit peu et d'imaginer un lancement produit important que vous avez en ce moment, ou que vous avez déjà vécu. Pas forcément une fusée comme je l'ai illustré à droite, mais déjà un bon morceau. Imaginez par exemple que j'ai dû lancer la dernière évolution d'un site web. Je suis dans les temps, dans le budget, tout roule. Et là, le drame. Je reçois un veto d'une équipe, d'une direction que j'avais pas forcément envisagée. On me dit c'est pas du tout ce qui était convenu. Le ton monte, le sujet va remonter de direction en direction, le COMEX s'en mêle, la release qui avait déjà été lancée est bloquée, la communication externe qu'on avait déjà lancée, on est retirée, que ce soit sur les réseaux notamment. On doit rollback la dernière feature. Il y a des utilisateurs, un petit pourcentage d'utilisateurs qui avaient déjà commencé à découvrir cette mise à jour, qui ne comprennent plus rien. On se perd. Certains finissent même par désinstaller l'application. Et pendant ce temps-là, mon équipe, qui elle était fière, engagée, hyper heureuse d'avoir livré, commence à se dire hors de question qu'on recommence tout. C'est mort, je rebosse pas sur le sujet. C'est un peu le scénario catastrophe. C'était une équipe que je pensais avoir prévenue une dizaine de fois de ce qui allait se passer. Et ce qui a vraiment coincé, bah, c'est pas le produit. Ce qui a coincé, c'est que on avait des équipes qui n'avaient pas les mêmes informations. Certains étaient peut-être présents à des réunions, mais faisaient autre chose ou n'ont pas entendu. Peut-être les mauvaises personnes étaient conviées aux réunions aussi. Ce qui fait que les équipes, elles n'en ont pas tiré les mêmes priorités.
Pour certains, c'était les utilisateurs qui décidaient, pour d'autres, c'était leur chef, pour d'autres, c'était premier arrivé, premier servi, ou celui qui parle le plus fort. Ça donne pas les mêmes décisions. Et après, on se retrouve avec des conflits, dans mon cas, au pire moment. Cette situation vous parle, si elle vous parle, en tout cas, c'est normal. Parce que moi, j'ai vécu un scénario un peu catastrophe, mais des études montrent, notamment celle d'Atlassian, qui propose des outils qu'on aime chérit tous très fort, comme Jira, montrent que 50% des employés constatent que plusieurs équipes travaillent sur le même sujet sans le savoir. Ces mêmes employés, il y en a 80% qui jugent leur organisation inefficace pour faire circuler rapidement les décisions qui impactent d'autres équipes. Ça, on l'a tous vécu. Et c'est vraiment un sujet qui va ralentir tout votre processus de décision, votre processus de livraison, voire créer des scénarios un peu catastrophes comme celui que je vous ai donné. Mais attention, parce que imaginez maintenant qu'on mette ces mêmes organisations sous stéroïdes. On leur donne un petit boost. Elles ne se parlent pas beaucoup, mais on leur dit livrez encore plus vite. On vous donne une nouvelle techno, ça va super bien se passer. Voilà, l'IA générative, par exemple. Ce qui est beau avec l'IA générative, c'est qu'elle ne remplace pas l'humain. Si on écoute LinkedIn, on dit qu'elle s'augmente, qu'elle vous inspire, qu'elle assiste l'humain, elle le complète, le renforce, l'accélère. Donc tout ça, ça va résoudre tous les problèmes. Le problème qui, en fait, n'est pas résolu, c'est qu'on va accélérer des humains qui sont mal informés, qui n'ont pas d'objectifs clairs ou de critères de décision. Et du coup, on va surtout accélérer la perte de temps, de valeur du produit et des équipes. La clé derrière tout ça, et pourquoi on a fait ce webinaire, c'est que pour empêcher un processus qui est déjà complexe aujourd'hui et qui s'accélère avec l'IA, il faut créer un cadre qui facilite le partage d'informations et vos critères de décision. Donc pendant ce webinaire, je vais vous donner vraiment beaucoup de choses pratiques. L'idée, c'est que vous partiez de là avec des choses à faire dès cet après-midi ou dès demain, si votre planning le permet. On va voir ensemble comment identifier les moments clés du cycle produit qui nécessitent un dispositif d'alignement. L'idée, ce n'est pas de tout revoir dans votre façon de travailler. Comment évaluer la maturité décisionnelle de votre organisation produit et de ses rituels. Comment choisir les bons ateliers au bon moment avec la bonne dose d'IA ou non, selon l'objectif recherché. Et enfin, des conseils hyper pratiques, parce qu'avec les plus de 200 ateliers que j'ai animés, tous n'ont pas été un succès, bien évidemment. Et j'ai plein d'enseignements à vous partager sur faire en sorte que ça marche, surtout si vous en faites déjà. Alors, on va commencer par identifier où un dispositif d'alignement peut avoir le plus d'impact, à quel moment vos équipes ne se parlent plus, ou à l'inverse, beaucoup trop. Pour ça, je vais m'appuyer sur 4 grands moments du cycle produit: la stratégie, discovery, delivery, learning. Ça n'a pas toujours ce nom, c'est pas toujours comme ça dans votre orga produit, mais c'est une bonne généralité qu'on peut voir dans une grande partie de nos clients. À chaque moment, on peut avoir une rupture d'alignement dans mes équipes ou dans les vôtres. Ça peut prendre des formes un peu différentes. Par exemple, une décision qui a trop dépendu d'une personne clé. Si elle n'est pas là, on n'avance pas. Une information qui reste dans les têtes de ceux qui sont allés la chercher en discovery, mais qui ne sont pas récupérés par ceux qui en ont besoin par la suite. Un rituel qui fait débattre, mais n'arrive pas à trancher. Ou alors encore un apprentissage qui met tout le monde d'accord, mais on ne sait pas trop quoi en faire. Je vais vous donner un exemple concret à chaque fois, pour vous aider à prendre du recul sur ce qui mérite peut-être 1 ou 2 ajustements dans vos équipes ou modes de fonctionnement. Des exemples que moi j'ai vécus. En phase de stratégie, le petit verbatim qui peut vous mettre à la puce à l'oreille, c'est: je pensais qu'on avait déjà écarté ce sujet. Là, si vous entendez ça, petite puce à l'oreille, creusez un peu. Il y a peut-être un manque d'alignement quelque part. Moi, ce que je vois souvent, c'est des roadmap review, par exemple, qui s'éternisent. On a des sujets qui sont discutés, rediscutés, écartés. Et là, quelqu'un d'autre vient porter le même sujet et on craque. On dit: ah, et pourquoi pas? Alors on avait dit non avant. Et on se retrouve avec beaucoup de sujets, pas la capa pour les faire, et très peu de renoncements explicites. En discovery, un petit verbatim, encore une fois, c'est intéressant, vous l'avez partagé à Eric, est-ce qu'il est au courant? Tout le monde se dit: bah, c'est super clair, c'est super utile ce qu'on apprend en restitution de research.
Mais qu'est-ce qu'on choisit vraiment? À quel problème on passe? Quelle hypothèse va-t-on mettre de côté dans tout ce qu'on a appris? Le passage, il va surtout reposer sur le PM ou le researcher, et c'est des actions hyper individuelles avec des enseignements qui restent chez ces deux personnes, et on se retrouve un peu bloqué, où beaucoup de choses passent à la trappe, et on peut prendre le risque en tout cas de se concentrer sur les mauvais enseignements. En delivery, les points de suivi peuvent donner une super visibilité. On a des copiles toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, des sprint reviews, c'est super. On en fait un, le premier, tout le monde est à fond, le deuxième, la moitié est à fond, le troisième, un quart est à fond, et on finit par avoir, moi, ce que j'appelle les réunions podcast. Ces super réunions où une partie de la pièce est en train de faire sa vaisselle, pendant que vous partagez l'alerte qui décale le planning de 3 mois. Et le silence est interprété comme validation. Donc, qui ne répond qu'on sent, ok, on décale de 3 mois, pas de problème. Et une fois que c'est décalé, bah là, on s'en rend compte trop tard. Et ça, c'est un vrai danger, en tout cas dans les orgas produits, que j'ai pu voir de temps en temps. Pas partout, évidemment. En learning, enfin, on a des rétros, par exemple, ou des post-mortem de produits qu'on a killés ou qu'on a launchés, ou de features, où les équipes sont un peu habituées à l'exercice, commencent leur rétro par copier-coller ce qu'ils ont dit dans leur rétro précédente, et on voit très peu de changements. Ça, gros symptôme d'un problème plus profond, où on comprend très bien le problème, mais on ne prend pas de décision, on ne change pas le système qu'il y a derrière, et on se retrouve avec vraiment des frustrations qui ne font que s'accumuler dans le temps, et créer des vrais problèmes en phase de learning. Voilà, je vous ai donné des exemples, ces 4 moments un peu types dans lesquels il peut y avoir des choses à creuser. Éventuellement, tout roule en phase de stratégie discovery, mais vous avez plus d'actions en delivery learning, ou l'inverse. Voilà, tout est prenable. L'idée, c'est de vous donner un peu le scope global et de vous concentrer aussi sur là où il y a le plus de sujets, plutôt que de vous éparpiller un peu partout dans le cycle produit. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on a identifié où est-ce qu'il y a des petits soucis, mais c'est quoi les soucis exactement? Qu'est-ce qui pose un problème d'alignement? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas autant aligné qu'on voudrait? En préparant ce webinaire, je me suis dit que je voulais vous donner un outil un peu clé en main, une première matrice avec 2 axes. Donc, un premier axe qui est surtout, est-ce que les sujets qu'on a, les produits, les features qu'on veut lancer, ou même juste les échanges qu'on a, est-ce qu'ils avancent surtout grâce à des personnes, d'un point de vue individuel à gauche, ou grâce à un système organisé, global? Est-ce que tout le monde est capable de prendre les mêmes décisions, avec les mêmes critères, en organisation à droite? Et puis on a aussi tout n'est pas que prise de décision, évidemment, sinon ce serait trop facile. Il y a des moments où on veut plutôt informer, faire circuler de l'info, et puis il y a des moments où on veut décider. Et c'est important de distinguer les deux pour se rendre compte des écarts que vous pourriez avoir. En croisant ces 2 axes, on retrouve 4 situations assez classiques. En premier, moi j'ai une situation de coordination informelle. Les sujets, ils avancent surtout parce que les bonnes personnes parlent, ça discute, voilà, mais on se retrouve, il n'y a pas vraiment de prise d'action, et c'est surtout des discussions entre des individus clés qui ne sont pas vraiment partagés à l'échelle du groupe. En coordination structurée, à l'inverse, on a une information qui circule bien, différentes équipes sont au courant des mêmes choses, mais on n'a pas beaucoup d'arbitrage, on est dans des phases vraiment d'échange. Enfin, dans beaucoup d'organisations, notamment dans des grands groupes, mais pas que, on a des décisions qui se prennent seulement grâce à quelques personnes clés. Donc quand tout le monde s'est bien coordonné, c'est le chef qui tranche, ou l'expert tech qui va trancher, et ça s'arrête là. Et un des endroits vers lesquels j'aimerais qu'on puisse tendre collectivement, c'est de l'arbitrage structuré, où l'organisation, elle sait faire émerger les choix au bon moment, dans un cadre clair, peu importe qui est présent ou non. Et c'est là où vous allez gagner énormément en vélocité, en prise de décision, et ça devient vraiment clé à l'ère où tout le monde peut commencer à bosser dans l'IA dans son coin, commencer à aller vite justement dans son coin, mais de manière pas du tout structurée, va faire des arbitrages hyper individuels,
Et l'idée, c'est qu'on voit ensemble comment on peut passer cette individualité au collectif. Je vais vous proposer 2 petites mises en pratique rapidement. Une qui est de voir comment est-ce que votre orga se situe. C'est quoi un peu les questions donc, que vous pouvez vous poser à cette étape-là pour voir comment ça marche. Pensez à 2-3 vraies décisions produits que vous avez fait, une priorité roadmap qui a bougé, un arbitrage peut-être entre vitesse et qualité, nouvelles features ou bugs que vous avez pris récemment, un sujet peut-être qui a pris plus de place que prévu. Et puis regardez ensuite les citations que je vais vous afficher, essayez de voir si ça colle peut-être avec ce qui s'est passé. Quand telle personne arrive, ça se débloque, donc c'est-à-dire que vous avez pas mal discuté, et puis c'est grâce à Pauline qui a débarqué. Vous vous êtes dit, ok, Pauline a pris la décision, c'est bon, on avance. Ou vous vous êtes retrouvé dans une réunion, on s'est dit, bon, bah là, je suis bloqué, j'ai besoin de Pauline pour décider. Heureusement que Pauline était là. Ou alors, on en parle, Après, moi, je suis pas sûr que tout le monde ait compris ce qui doit être fait, hein. Ça fait plusieurs réunions qu'on passe dessus, donc est-ce qu'on parle vraiment de la même chose? Enfin, on a des points réguliers avec tous, mais les arbitrages, ils restent totalement ouverts. On ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Au moins, tout le monde est au courant. Ou à l'inverse, est-ce que vous avez eu une prise de décision hyper claire et efficace? Voilà où ça tranche, voilà qui arbitre, voilà ce qu'on a choisi, et puis voilà ce qu'on décale ou qu'on ne fait pas. Si ces citations ne vous parlent pas tout de suite ou commencent à vous inspirer, posez-vous des questions clés. Quand le sujet bloquait, qu'est-ce qu'il a vraiment fait avancer? Est-ce que c'est une personne clé ou est-ce que c'était le fonctionnement normal de l'organisation et c'était un sujet comme un autre? Si cette personne n'avait pas été là, est-ce que la décision aurait donc quand même avancé? Dans les moments collectifs autour de ce sujet, est-ce que vous avez surtout fait beaucoup de phases d'échange pour partager, clarifier ou pour trancher, arbitrer? Et enfin, est-ce que vous êtes capable, et celui-là je l'adore, de dire en une phrase ce qui a été décidé sans donner de prénom et, et dire ce que vous avez choisi de ne pas faire en plus de ce que vous avez choisi de faire? Le petit mot-clé du prénom, moi je l'aime beaucoup parce que il y a beaucoup de décisions qu'on prend dans la vie qui sont au final pas les nôtres et qui sont celles de notre chef ou de nos experts et qui montrent que il y a des choses qui sont dans sa tête mais qui sont pas dans celle du collectif. Et ça, c'est vraiment dommage parce que ça vous ralentit et ça ralentit l'orga produit au sens large. Je vois le temps qui file, alors je vous fais une mise en pratique sur les rituels un peu plus précises, qui peut aller un peu plus vite. Là, c'est simple, c'est de penser à l'ensemble de vos rituels. Donc là, par exemple, une CPO review, une roadmap review, une rétro, j'en ai parlé, j'en ai donné quelques-uns tout à l'heure, un sprint review, un PI planning. Si vous avez du mal à analyser votre orga au global et prendre un peu de recul avec des décisions produits, vous pouvez juste regarder, c'est quoi les réunions dans vos agendas, globalement, à quoi elles servent, qu'est-ce qu'on fait à la fin de chacune? Et puis je prends pas vraiment les réunions ponctuelles, en compte. Là, on parle plutôt des rituels qui structurent votre orga produit, les rituels un peu récurrents. Est-ce qu'à la fin de chaque rituel, vous avez des accords, des arbitrages, sous quelle forme? Ou seulement des partages d'infos? Et enfin, est-ce qu'ils tiennent leurs promesses, même sans, certaines personnes dans la pièce? Dites les personnes les plus fortes, les plus hiérarchiquement. Parfois, c'est pas toujours la hiérarchie qui fait que ça décide, donc d'où le fait que j'ai pas mentionné ça, mais spécifiquement, mais vous comprenez l'idée. Une fois qu'on a diagnostiqué tout ça, la question suivante, c'est bon merci Pierre-Louis, mon orga produit, elle marche pas toujours comme il faut, j'ai des réunions qui servent à rien, c'est super, je repars du webinaire plus déprimé que jamais et je retourne bosser, c'est cool. Non, vous inquiétez pas, j'ai des solutions pour vous, des rituels à créer ou à renforcer qui vont vous permettre de passer votre organisation dans une phase de décision plus active. J'ai choisi 4 ateliers qui ne sont donc pas des réunions, mais je vais revenir dessus, qui peuvent vous aider. Un atelier, c'est quoi? Un atelier, qu'on appelle aussi workshop en anglais, c'est une réunion de travail au cours de laquelle un groupe de personnes se rassemble pour discuter, échanger et travailler ensemble sur une problématique spécifique. Donc un bon atelier, ça provoque volontairement et efficacement ce qu'on subit d'ordinaire, c'est-à-dire des désaccords, des angles morts, des arbitrages un peu implicites, des gens qui font semblant d'écouter mais qui sont pas là, des écarts de compréhension entre des équipes, des
Ah, un tel a dit que, ah ouais, t'es sûr, c'est bizarre, moi je pensais que. Voilà. L'atelier, il est là pour mettre les gens autour de la table et poser un peu les questions qui fâchent. Donc, contrairement à une réunion où sont invités qui veut, où sera discuté ce que vous voulez et dont on ressortira quelque chose sans trop savoir quoi, l'atelier, c'est un moment organisé minute par minute avec un objectif précis. Et tout atelier est accompagné d'une structure claire, connue, visible de tous, qui vous permet vraiment de passer à l'action. Une fois que j'ai dit ça, je peux pas ne pas parler du petit éléphant dans la pièce qui maintenant a pris le pas sur nos vies. L'IA, l'idée c'est que dans ce webinaire, vous compreniez à la fois des cadres qu'on a aujourd'hui qui sont hyper importants pour alimenter et nourrir l'IA et vos équipes produits, mais aussi comment on peut les enrichir. Et l'IA, elle peut apporter de la valeur à 2 niveaux, sur lesquels je vais vous distiller des insights un peu avec les 4 ateliers concrets et faire un bilan à la fin. Pour être sûr que vous ayez bien compris. Moi, les 2 niveaux que je vois et que j'utilise, c'est déjà en enrichissant l'atelier humain, c'est-à-dire avec des assistants spécialisés, par exemple des assistants qui vont renforcer la synthèse, challenger un brainstorming ou poser des traces un peu sur les arbitrages. Et ensuite, plutôt des ateliers où c'est l'IA qui travaille et c'est l'humain qui enrichit ce que l'IA produit. Et ça, c'est l'idée de cette partie-là, c'est plutôt de répliquer un comportement qu'on commence à voir dans les organisations, mais qu'on n'assume pas toujours. C'est que vous faites votre pitch aux investisseurs, aux sponsors, etc. C'est l'IA qui l'a fait, vous l'avez nourri, et vous le présentez, sauf que vous l'avez fait tout ça dans votre coin. L'intérêt d'un atelier IA enrichi par l'humain, c'est qu'on va collectivement décider quel est le bon travail que l'IA doit faire et qui mérite donc d'être présenté, arbitré et informé. On va revenir dessus à plusieurs moments dans le webinaire. Si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave. Je vais vous donner des exemples super concrets pour que ce soit clair pour tout le monde. On va deep dive sur 4 formats. Un World Café pour faire circuler et structurer l'information. Un Lightning Decision Jam pour débloquer une équipe qui, elle, est bien informée. Un Lean Inception Workshop pour cadrer une initiative plus grosse, arbitrer un périmètre qui est vraiment compliqué. Et enfin, un Buy a Feature pour rendre explicite des critères de priorisation des leaders et pas forcément pour prioriser des features. C'est un peu le petit twist. Pourquoi ces 4 workshops? Parce que moi, avec les plus de 200 ateliers que j'ai animés, préparés, que ce soit du stagiaire ou dirigeant de COMEX, j'ai vu beaucoup de choses et j'ai eu besoin de prendre beaucoup de matière que je peux personnaliser, adapter selon le contexte. Et je pense que si vous partez de zéro, ces 4 ateliers, vous pouvez les fusionner, les appliquer tels quels, en prendre qu'un morceau, et vous serez équipé à faire face à toutes les situations de diagnostic qu'on a vu un peu en intro. Et même si on vous prévient la veille pour le lendemain qu'il faut aider une direction de produit de plus de 60 personnes à diffuser ses priorités aux équipes, voilà, petit exemple comme ça que j'ai pu vivre, qui peut arriver, vous aurez des choses sous la main et vous serez prêts. Pour commencer, je vais vous parler du World Café, que j'ai aussi nommé le roi de la tchatch. Le premier, on va dire, vous avez besoin de faire circuler une information capitale. Le World Café peut vous sauver. Vous avez posé des premiers piliers de votre stratégie produit. Ça y est, c'est prêt. Vous n'avez pas besoin de prendre des décisions. Vous avez besoin que tout le monde soit au courant et que personne ne fasse la sourde oreille. Le World Café, il fait travailler un grand groupe en petits rounds successifs autour de questions clés. C'est vous qui préparez les questions d'amont. À chaque étape, les participants ils changent de table, ils enrichissent la matière existante et ils font émerger une compréhension partagée. C'est exactement un format ce qui fait que c'est un bon format en phase de stratégie et discovery, parce qu'il va vous permettre de faire bouger un sujet de coordination informelle vers un sujet de coordination structurée, où les participants ils vont interagir avec toute la matière que vous avez produite, ils vont manipuler les informations que vous allez les donner, ils vont prendre le temps, discuter entre eux, et certains membres et pouvoir voir et s'approprier vraiment et faire des liens avec leurs propres sujets dans leurs équipes à eux, notamment s'ils ne travaillent pas dans la même équipe que vous. Donc c'est hyper important comme format d'atelier à avoir dans sa besace. Moi, je l'utilise quand j'ai une matière qui existe déjà et qu'elle est pas, certains n'en sont pas au courant. Le collectif n'a pas encore travaillé sur cette matière. Typiquement, une vision produit rédigée par le CPO, une synthèse d'insight utilisateur, une user journey d'un nouveau produit. Le nombre de participants, c'est le plus gros des 4 workshops que j'ai montrés. On peut aller de 15 à 30, voire si on est vraiment aidé, on peut faire un double World Café et du coup arriver à 60. Ça, je l'ai déjà fait une fois.
C'est musclé, mais ça marche. C'est vraiment bien fait. On a un timing de référence entre 2h10 et 2h30, que moi, en tout cas, je vous conseille d'avoir. Et en termes de modalité, honnêtement, sur cet atelier spécifiquement, le présentiel est un peu obligatoire, parce que l'idée, c'est vraiment de nouer des liens, partager des infos, discuter entre des équipes. Et on a plus besoin, en plus pour animer un aussi gros groupe, d'avoir des gens sur place. Concrètement, comment ça se passe? Que vous dites, ok, super. Vous pouvez aussi regarder sur Internet à côté, un boire le café, c'est quoi? Mais ce serait dommage de ne pas vous expliquer en sortie d'atelier ce que vous pouvez faire. À l'arrivée, vous prenez un grand groupe, vous le divisez en 3. Voilà, vous allez avoir 3 tables, 3 rotations. Vous pouvez aller facilement jusqu'à 10 personnes par groupe, comme je disais. Vous les laissez s'approprier un support que vous avez préparé et découpé en 3. Par exemple, vous avez pris la user journée d'un nouveau produit que vous voulez lancer. Vous avez une partie avant-vente, une partie vente et une partie après-vente. Ça marche super bien. Vous pouvez avoir les 3 personnes à clé que vous voulez adresser, les 3 piliers de votre stratégie produit, ça marche aussi. Et ensuite, vous les faites s'approprier ce support avec 3 questions pour que eux-mêmes interagissent et suivent peut-être même le chemin de pensée que vous avez eu pour construire ce support. Évidemment, à ce moment-là, on se retrouve donc avec des gens qui maîtrisent beaucoup mieux que s'ils avaient juste lu ou essayé d'écouter une présentation descendante. La clé derrière pour que ça marche bien, il faut qu'entre chaque rotation, vous ayez un animateur qui reste sur la table. Donc, faites-vous assister de 2 autres personnes qui présente à chaque nouveau groupe ce que le groupe précédent a fait, comment il a répondu à la question qu'on lui a posée en amont et quelles nouvelles questions on lui pose. Et puis à la fin, les 3 groupes, ils auront vu toute la matière, ils auront tout enrichi et ils vont pouvoir eux-mêmes, c'est eux qui font la restitution des travaux que vous avez faits. Donc il n'y a rien de mieux que le meilleur moyen, en tout cas, de retenir quelque chose, c'est de le partager à d'autres gens plutôt que juste de l'écouter. Comme ce qu'on est en train de faire là d'ailleurs en webinaire, mais on pourrait le faire en atelier chez WeFit, ça marcherait très bien aussi. Les petites adaptations que moi je vous conseille de mon expertise, ayez vraiment une large matière physiquement visible par un grand groupe. Donc si c'est un user journée, vous le coupez en énorme, vous faites un format A2 collé sur le mur, vous le détaillez vos learnings dedans. Il faut que, si vous avez, imaginez que vous avez 15 personnes devant le mur, il faut que tout le monde puisse lire. Vous n'allez pas pouvoir gérer tout seul, même si vous faites tourner dans l'ambiance, etc. Les personnes, il faut que les instructions soient bien écrites, comme ça, n'importe qui est un peu en train de poser son post-it ou de voter sur l'étape du customer journey qu'il préfère, etc., il puisse le faire sans même avoir besoin de l'animateur sur place. Utilisez aussi un membre infiltré dans chaque groupe qui connaît le sujet pour le diffuser. Vous allez avoir beaucoup d'échanges informels. Vous avez 10 personnes qui sont côte à côte, certaines qui vont commencer à écrire des post-it, qui vont les poser, d'autres qui vont commencer à discuter ensemble pour essayer de comprendre ce qu'ils lisent. Utilisez ça, c'est de l'or en barre. Vraiment, vous en avez besoin. Vous avez une nouvelle stratégie produit, prenez 3 ambassadeurs, mettez-les dans les groupes, et puis ils vont soi-disant travailler sur la matière qu'ils connaissent peut-être déjà, et la diffuser au sein de votre groupe. Et alors, j'avais parlé d'IA tout à l'heure. Qu'est-ce que l'IA peut faire dans un atelier en présentiel avec 60 personnes ou 30 personnes? L'IA peut vous aider. L'IA ne pourra pas orchestrer l'événement parce que l'idée, c'est vraiment que les humains s'approprient toute la matière qui est produite. Par contre, l'IA peut assister. L'objectif n'est pas nécessairement l'output, c'est vraiment l'alignement humain. Donc, si vous intégrez, par exemple, un assistant sur un PC à chaque table pour challenger le bilan du dernier participant, donc c'est vraiment à la phase de fin, la restitution, le dernier participant qui va prendre la parole et résumer tous les insights de sa table va pouvoir utiliser l'IA comme un sparring partner, sera plus à l'aise pour résumer tous les post-it dans un temps un peu limité, etc. Et vous aurez une matière de conclusion partagée à tous, tracée déjà, parce qu'elle sera faite par écrit grâce à cet assistant IA, et plus impactante. Voilà. Ok, merci Pierre-Louis. J'ai un très grand groupe. Je veux partager de l'info d'une équipe à une autre, m'assurer qu'ils aient compris, pas qu'ils écoutent en plénière d'une oreille en faisant la vaisselle à côté. Donc, je vais faire un World Café. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand j'ai une équipe impliquée qui connaît bien son sujet? Voilà, tout le monde est au courant, mais ça avance pas. Et ben là, j'ai le Lightning Decision Jam pour vous, pas de souci. Je l'ai aussi nommé, j'en ai marre de tourner en rond. Clairement, simple, efficace, c'est le but de l'atelier.
Lightning Decision Jam, c'est quoi? Ça transforme un problème flou, des irritants que vous avez déjà documentés, que les gens connaissent. Donc vraiment, prenez un public qui est informé et vous transformez ça en action concrète avec une séquence courte, problème, priorisation, solution, décision. Ce qui fait donc que c'est un super format pour passer d'une coordination informelle à une coordination structurée. C'est un super format pour passer de phases d'information par essence comme le discovery, le learning, vers des phases de stratégie discovery. Donc, vous allez vraiment pouvoir passer de 3 semaines où vous parlez d'un sujet, il y a des irritants, il y a un blocage, on ne sait pas exactement qui prend quel sujet. Vous avez un format super rapide, clé en main, qui va vous débloquer. Moi, je l'utilise donc, en petit récap, petite fiche récap, quand tout le monde est au courant des irritants et parle depuis un moment avec peu d'actions. En termes de participants, visez entre 5 et 10 personnes. L'idée, c'est de faire une action un peu coup de poing. Pour ça aussi que je parlais de leadership, je mettais des flèches vers le leadership décisif plutôt que l'arbitrage structuré. L'idée, c'est d'avancer avec un petit groupe et de débloquer un sujet. Le timing de référence, 1h20, 1h30, pas besoin de 2 heures. On peut vraiment activer quelque chose. Par contre, si vous allez au-delà de 10 personnes, vous pouvez rajouter, je l'ai déjà fait, mais là, il faut compter entre 5 et 10 minutes de plus par participant que vous rajoutez. Donc, 11 personnes, 1h25, 12 personnes, 1h30, etc. En lieu, le distanciel ou l'hybride est totalement possible. Ça marche super bien si vous avez des outils comme Miro. Nous, on est partenaire chez WeFit, mais il y a aussi des outils comme FigJam, Klaxoon, Mural. Aucun souci. L'atelier, il est fait pour. Donc, allez-y, profitez-en. N'attendez pas que tout le monde revienne sur site pour débloquer votre situation. Concrètement, comment ça se passe? Avec un timing serré, vous allez avoir pas mal de phases de travail en silence, alterné avec un partage collectif à chaque fois. C'est vraiment le principe de fonctionnement du Lightning Decision Jam. Donc les phases de silence et de partage, c'est pourquoi on est là, qu'est-ce qui fonctionne dans la situation, et à l'inverse, qu'est-ce qui doit s'améliorer. Et une fois que vous avez posé toute cette matière, vous pouvez dérouler sur les trucs qui doivent s'améliorer les plus importants, c'est ceux-là. Potentiellement, c'est votre sponsor qui tranche, faute de timing, d'où le côté leadership décisif et non pas arbitrage structuré aussi. En activité clé, vous allez transformer ces axes d'amélioration, ces axes d'amélioration en challenge, pardon, et vraiment passer de, par exemple, si on prend un plan de com qui marche très bien en Lightning Decision Jam, voilà, on discute de tout ce qu'on pourrait faire, on ne sait pas trop comment on va avancer. Vous dites, OK, problème, nos formats, ils sont vieillots et statiques, on ne touche pas notre nouvelle cible. Vous transformez ça en comment est-ce qu'on pourrait créer des formats plus engageants, comment est-ce qu'on pourrait atteindre notre nouvelle cible. Et à partir de ça, vous facilitez largement le brainstorm de solutions. Et vous arrivez à la fin avec des pistes de solutions. Et la partie la plus importante qu'il ne faut pas oublier, c'est les 20 minutes de fin sur un plan d'action. Chaque solution, comme par exemple, OK, nos formats sont vidéo et statiques, et si on se lançait sur TikTok, solution, OK, on se lance sur TikTok, qui prend ce sujet? Pauline, OK. La première action que tu fais, c'est quoi? Je vais tourner un short de 20 minutes, OK, de 20 secondes, sur quel sujet? OK, et vraiment d'aller dans le détail. Pour quand? Et on arrive avec un plan d'action qui vous permet vraiment de passer à l'action. Ça, c'était un petit bout aussi de mon adaptation conseillée parce que moi, j'ai skippé un peu cette partie parfois aussi parce qu'elle est à la fin. Et c'est des choses qui empêchent cet atelier d'avoir de l'impact. Et c'est vraiment important qu'à la fin des solutions que vous avez imaginé de faire, vous nommez un responsable. Ça peut être par affinité, il n'y a pas de souci. Voilà, Pauline a envie de prendre le point, elle se positionne et puis on y va. Et que vous listiez en amont, autre petit tips, tu veux prendre, on se lance sur TikTok, liste avant de dire comment tu vas faire, toutes les choses que tu peux utiliser qu'on a déjà. Et donc tu peux dire, par exemple, on a déjà des vidéos de tel et tel truc sur le site, on a déjà ça, 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 ça. Et ça va aussi beaucoup faciliter le passage à l'action. Alors, AI Assisted ou Orchestrated, cette partie-là peut être orchestrée par l'IA. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez une équipe qui a beaucoup d'input, plein d'infos. Donc, vous pouvez préparer beaucoup de matière en amont, la poser sur le Canva. Vu que vous pouvez travailler en distanciel ou en hybride, la seule chose que vous allez avoir à faire, c'est vous aligner, vous mettre d'accord, et peut-être même du coup sortir un peu du leadership décisif vers l'arbitrage structuré sur c'est quoi les priorités en termes de problèmes, c'est quoi les priorités en termes de solutions. Et c'est pas vous qui les priorisez après, c'est l'IA.
Donc, concrètement, en listant bien les problèmes à résoudre, parce que vous les connaissez, il n'y a que vous qui peut le faire. Et ensuite, en travaillant ensemble sur le prompt clé qui va prioriser avec les bons critères les problèmes et qui va prioriser, c'est le prompt qui va le faire, et pas vous, collectivement. Mais avec un prompt visible de tous, vous avez une IA qui va vous générer des solutions, qui va vous générer un plan d'action, et vous faire à la fois gagner du temps et vous permettre à vous de vous concentrer sur ce qui a le plus de valeur en termes d'arbitrage collectif. Troisième workshop, construis-moi, je te suis. On a un groupe motivé, ça discute, ça avance pas, on les met à table, on fait un Lightning Decision Jam, c'est super. Sauf que moi, mon sujet, c'est pas un plan de com, c'est un truc énorme. Ça touche au juridique, ça touche aux équipes market, ça touche aux équipes clients, aux devs, etc. Le Lightning Decision Jam en 1h20, on va pas craquer le sujet. Pas de souci, pas de souci. Le Lean Inception Workshop, un workshop hyper complet, va vous permettre de résoudre ce problème-là. Le Inception, il aligne business, UX et tech pour passer d'une intention produit à un MVP clair, séquencé et assumé. Il va vous faire passer donc une équipe en coordination structurée à un arbitrage structuré. Il prend le temps sur plusieurs jours d'aligner business, UX et tech, c'est plein d'autres métiers qui peuvent être impliqués sur concrètement le Inception, ce que sera le MVP de la solution que vous avez imaginée. Et donc, c'est un vrai format pour passer à l'action à l'échelle organisationnelle, en multi-équipe. Moi, je l'utilise pour passer du coup du cadrage au build par un effort collectif. On a un nombre de participants un peu intermédiaire entre 8 et 14 personnes avec des vrais profils qui vont porter le delivery après. Donc vraiment l'action, il faut qu'il y ait des gens du produit, du design, de la tech, du business. Et puis si votre sujet il implique du marketing, de l'ops ou du service client, impliquez-les dans le Inception Workshop parce que c'est là qu'on va construire les règles d'arbitrage qui vont porter la suite. En timing de référence, on a 2 à 5 jours de 6 heures. Donc dans le format de Paulo Caroli qui a inventé ce workshop, la base c'est 6 heures de 5 jours. Moi je l'ai déjà fait en plus court, ça peut, et je vais vous donner un peu des adaptations conseillées pour que vous compreniez un peu comment on peut faire. Et en lieu, le présentiel ou le distanciel, ça marche très bien. Vous allez voir pourquoi. En résumé, comment ça marche? Je vous ai mis le planning complet là. N'ayez pas peur. Vous partez d'initiative identifiée, c'est hyper bien guidé, avec un sponsor qui vous partage ses convictions dès le début. Ça fait vraiment partie du workshop, d'où le côté arbitrage collectif. Vous allez, par exemple, décider, on veut lancer un nouvel agent IA pour automatiser nos commandes. Ok, c'est un gros bout. On va passer par une série d'activités, étape par étape, pour partager et surtout trancher sur la vision produit, le lundi, par exemple, ce qu'est le produit, ce qu'il n'est pas, ce que ça veut dire un nouvel agent IA pour automatiser ses commandes, ses utilisateurs principaux, secondaires à éviter, les parcours et fonctionnalités possibles, plusieurs sessions de priorisation, et 2 outils très puissants, comme le MVP Sequencer, et qui va vous forcer à lotir ligne par ligne et vraiment créer un MVP. Ça, je l'ai vu nulle part ailleurs et vraiment, je m'en sers même à côté. Et enfin, le MVP Canvas qui va vous permettre de showcase tout l'arbitrage pour vraiment faire passer un peu ce qui a été vu en chambre à l'échelle du collectif. Moi, j'ai 2 adaptations que je peux vous conseiller ici. Un, c'est de privilégier le distanciel. Parce que dans un outil comme Miro FixJam, si on veut garder des traces facilement de toute la matière que vous allez produire, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Mais aussi parce que, vu que c'est des grosses séquences, ça vous permet de découper. Quand on pose des post-it dans la salle, on est un peu obligé de tout faire d'affilée, sinon c'est perdu à jamais, et puis ça va être compliqué de suivre. Par contre, moi je l'ai déjà fait beaucoup de fois et ça marche vraiment bien. L'été, par exemple, quand les gens ont des petits moments, de faire les 3 heures de la vision, ou les 3 ou 6 heures de la vision produit du lundi, un mercredi matin, la semaine suivante, le jeudi après-midi, de faire la partie parcours, et de le découper activité par activité. Et ça, il n'y a que le distanciel qui peut vous le faire correctement. En tout cas, c'est ma conviction. Donc, n'hésitez pas à vous servir même d'une ou 2 séquences. Moi, j'ai beaucoup plus utilisé la partie priorisation et séquenceur du workshop plutôt que la totalité. Ça dépend aussi de la maturité de votre orga produit. L'autre adaptation, c'est sur la phase de priorisation, justement. Ce qui fait très bien en lien avec le sequencer, c'est vous faire séquencer des activités, des bouts de la feature que vous voulez lancer
en fonction de leurs dépendances les unes aux autres, des implications tech, business et client. Souvent, parfois, on n'a que 2 dimensions quand on prend une matrice. Là, déjà, il y en a 3. Et vous pouvez en rajouter une 4e ou une 5e. Ça marche très bien avec vos différents centres de marque, par exemple. Si pour vous, un MVP doit être impactant au niveau de l'immersivité, au niveau du niveau de communauté ou de social, parce que c'est votre identité de marque, ou du low-tech, par exemple, et évaluer la sortie des features de votre MVP en fonction de ça aussi, avant le showcase. AI, assisted ou orchestrated, je pense que vous commencez à comprendre un peu ce que j'entends par là derrière. Là, on a un output fort, on a beaucoup d'input, beaucoup de matière. N'hésitez pas à travailler sur un Canva avec des prompts où c'est votre travail, c'est de faire des prompts collectifs qui font passer les personas au parcours, le parcours au séquenceur, qui expliquent clairement vos critères qui vont faire que ce parcours, vous allez le découper en 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. Et ce découpage, laissez-vous assister de l'IA pour le faire. De toute façon, vous le faites déjà dans votre coin et vous copiez-collez des trucs dans Miro après avoir bossé sur ChatGPT à côté. Donc, autant l'assumer et le faire ensemble et s'aligner collectivement. Dernier petit bout, et après je vous retiens pas trop non plus sur l'heure du déj. Moi, il y a un petit format que vous connaissez, je voulais juste vous le présenter avec un petit twist. C'est qu'est-ce qui se passe si, moi, mes équipes elles sont super informées, mes sujets ils roulent, ils avancent. Après, c'est juste que, si je suis pas là, je sais pas trop. C'est juste moi, CPO, qui bosse tous les soirs pour dire à tout le monde ce qu'ils doivent faire. Mais après, sinon, ça roule. C'est peut-être que ça roule pas tant que ça, parce que si vous êtes en vacances, vous faites quoi? Et puis, chez vous, à la maison, il y a peut-être des gens qui vous attendent pour dîner. Et vous pourriez passer un peu plus de temps avec eux, même si je suis sûr que les features vous passionnent. Je vous propose le Buy a Feature. Le STP fait péter la CB de son petit nom. Celui-là, il rend les arbitrages visibles en demandant aux participants d'investir un budget limité sur les sujets qu'ils jugent prioritaires. Je ne peux pas faire plus clair. Globalement, on vous donne des sous, vous n'avez pas assez de sous pour tout acheter. On a déjà vécu cette situation, même en dehors du product management. Donc, vous êtes obligé de choisir ce que vous voulez prendre. Ce qui est super intéressant, c'est que c'est pas forcément où est-ce que vous allez mettre les dollars, où est-ce que vous allez faire tout ça, etc. Je rester à cette partie-là. C'est de voir où est-ce que vous mettez vos dollars et où est-ce que votre chef met ses dollars. Et de comparer les deux. C'est l'activité clé, c'est le twist que moi je vous propose, sur lequel je vous propose de vous concentrer, parce que l'intérêt de tout ce workshop, pour moi, c'est que les gens soient capables de prioriser des features sans avoir besoin de faire un atelier by feature. Et pour ça, il faut qu'ils comprennent et qu'ils puissent prendre des décisions qui ne soient pas rechallengées ad vitam aeternam une fois qu'elles ont été faites par des sponsors qui ont des critères que ce qu'eux ont dans leur tête. Donc le principe, il est hyper simple. On explique un peu le budget, les sujets en amont. On fait des tours d'achat et de négociation en chambre, notamment sur la partie pour les sponsors et les leads que vous avez identifiés versus le reste du groupe. Et on fait un comparo, un jeu d'essai de différence entre les deux. On ajuste ensemble et on va passer beaucoup plus de temps sur la discussion entre pourquoi toi tu as décidé ça comme ça et pourquoi nous on a décidé ça comme ça. En parlant de pas être là, si jamais les leads sont pas là, vous pouvez vous faire assister. Il suffit d'avoir un assistant IA dans lequel le lead en question a documenté tous ses critères de décision et que vous avez éventuellement fait avec lui, pour que l'IA, vous lui donnez des dollars, il pose des dollars à la place du lead et vous pouvez échanger, débattre. C'est peut-être poser des questions que vous n'auriez pas osé poser au lead, de pourquoi tu priorises ça comme ça, et capitaliser sur le fait que c'est un robot qui vous répond, mais un robot qui a été informé par le lead en lui-même de tous les critères qu'il peut avoir. Voilà, c'était les 4 workshops clés en main que j'avais envie de vous partager. Il y en a beaucoup d'autres, honnêtement, mais pour moi, avec cela, vous êtes capable déjà de faire face à toutes les situations. On a fait un deep dive sur 4 ateliers qui sont vraiment très variés. Pour éviter que vous sortiez un peu du webinar, que vous allez les tester, que ça fonctionne moyen et vous reveniez à vos anciennes habitudes, je veux juste être sûr que tout le monde ait bien compris la notion d'assister par IA, orchestré par IA, et donner 2-3 conseils. Ça va être rapide. Je vous préviens, l'idée sur l'assister par IA, c'est de se dire un usage vraiment simple, c'est se préparer des assistants clés en main. Moi, j'en ai 5 que j'utilise.
un synthétiseur qui va travailler sur les interviews, les post-it, transformer un peu ça en pattern exploitable pour vous aider en live. Il faut vraiment les utiliser pendant l'atelier, hein, pas avant, pas après. Vous pouvez avant, bien sûr, mais l'idée, c'est de faire ça collectivement et que le groupe voit ce qui en sort plus rapidement pour prendre des décisions collectives. Vous pouvez avoir un contradicteur qui force le groupe à regarder les objections. Voilà, vous faites une activité de brainstorming et en live, vous prenez un autre point de vue sur peut-être ce que des choses le groupe n'ose pas évoquer. Un analyse des risques qui va lister les hypothèses, les dépendances, les points fragiles. Un traducteur de stakeholder, je l'ai un peu teasé tout à l'heure, mais qui prend la place de quelqu'un qui n'est pas là. Peut-être parfois, j'ai parlé un peu du lead ou du CEO, mais ça peut être le client. Ça peut être un métier qui est phare, mais qui a peu de dispo. Et on peut aussi avoir un rapporteur décisionnel qui va formaliser les décisions, les renoncements et clarifier vraiment le plan d'action à la fin de chaque workshop en live pour que ce soit hyper clair qui doit prendre quoi et qu'est-ce qui se passe. Comment on fait un bon assistant pour un atelier? Il faut un brief avec son rôle, le contexte dans lequel il va s'inscrire, où est-ce qu'il s'arrête, parce que le but ce n'est pas de passer son temps à discuter avec l'assistant, vous avez un atelier de base à animer et conduire. Et le format de sortie que vous attendez. Je vais vous donner un exemple super concret. Moi, j'ai un assistant contradicteur dans Copilot. C'est pas forcément compliqué. Au contraire, c'est même très très simple. Là, moi, je lui dis, tu as un rôle, c'est d'aider le groupe à renforcer une décision produit en formulant des objections utiles. Le contexte, je le change à chaque fois, parce que ça dépend du sujet sur lequel je travaille. J'alimente, je lui dis, OK, voilà, qui sera là à l'atelier, et puis voilà ce sur quoi on va travailler. Et ta mission, c'est d'identifier parmi tous les post-it qu'on aura posés, toutes les discussions qu'on aura faites, etc., les risques qu'on a sous-estimés, les critères d'arbitrage peut-être qui nous manquent quand on a voté, les objections que quelqu'un qui n'était pas là pourrait formuler. Et à la fin, tu réfléchis à tout ça, c'est cool, sauf que moi j'ai un atelier à côté, donc je veux juste 5 objections, chacune reliée à une décision, un volet une hypothèse qu'on a abordée. Et ça, vous pouvez le configurer, je l'ai mis un peu à droite, mais nous on a Copilot sur Teams chez Wi-Fi par exemple, mais ça marche dans un agent GPT, ça marche dans un Skills sur Claude, enfin voilà, vous pouvez faire ça un peu n'importe où et avoir un assistant, 5-6 assistants prêts à l'emploi qui vont vraiment faire gagner du temps à l'équipe et surtout améliorer la valeur des infos et des décisions que vous prenez. Orchestré par IA, le meilleur exemple, tant qu'on l'a pas vu, j'ai l'impression que c'est difficile de se projeter. C'est des features que partage Miro, les features Flow de Miro sur lesquelles nous, donc chez Wi-Fi, on est partenaire Miro et une grande partie des équipes, voire quasiment tous, on a été formés un peu aux dernières features. On a eu la chance d'être formés aux dernières features de Miro. Une image vaut 1000 mots, je vais juste vous montrer ça parce que en gros, ce qu'il faut que vous voyez là, c'est que, compreniez aussi ce que je vous montre, c'est que vous avez, comme je le disais, sur tous les ateliers orchestrés par IA, vous avez de la matière. Vous avez des gens qui sont au courant des pain points qu'ils veulent adresser. Vous avez une matière de discovery sur laquelle il faut prendre une action. Tout ça, vous la donnez, vous la partagez, les gens vont peut-être la lire, etc. Mais surtout, vous voulez en faire quelque chose. Et là, on en fait quelque chose, on en fait quoi? Et tout le monde pourrait se mettre sur des post-it, commencer à brainstormer, etc. Mais j'ai pas bien compris, qu'est-ce que ça veut dire quoi, on en fait quoi? C'est quoi concrètement une bonne idée, une mauvaise idée? C'est quoi les critères qu'il y a derrière? Et ça, c'est toute la force de ce que vous pouvez, qui était un peu flou, invisible dans un atelier. Ou pour vous qui êtes de la tech, une bonne idée, c'est ce truc-là. Pour vous qui êtes du market ou des UX, une bonne idée, c'est ce que le client veut. Pour le business, une bonne idée, c'est un truc rentable. Et là, au lieu de l'avoir en critère un peu implicite dans votre tête, vous le mettez collectivement sur un prompt que tout le monde peut voir et pas dans votre GPT à côté, à qui vous allez raconter votre vie et dire ouais, j'ai fait un atelier aujourd'hui, c'était trop nul. Est-ce que tu peux me redonner les vraies idées, les vraies bonnes idées? Vous allez lui donner concrètement les bons critères pour travailler. Et vraiment, ça, c'est la plus grosse force de l'atelier orchestré par IA, c'est de rendre le raisonnement visible. Donc, c'est un peu ce que j'ai mis en gras ici. Vous posez des inputs humains, vous faites un prompt collectif. Donc, vous transformez vraiment un usage que tout le monde commence à avoir dans son coin en projet collectif. Vous avez des outputs IA, vous discutez ensemble de ce qu'est un bon output, un mauvais output, etc.
Le point important, c'est que le groupe regarde l'IA travailler, vous voyez les inputs, les prompts, les outputs, vous ajoutez toute la chaîne ensemble, et ça transforme tout ce prompt en objet de collaboration, là où, à mon avis, en tout cas dans toutes les orgas produits que je vois aujourd'hui, ça reste encore un travail hyper individuel qui crée plus de silos qu'il n'en casse. Ça change tout pour l'alignement parce qu'on travaille même plus sur ce qu'on fait, quelle est la décision qu'on prend. On travaille sur qu'est-ce qui fait qu'on va prendre cette décision, quels sont les critères qui vont donner cette décision, puisqu'à la fin, c'est l'IA qui va prendre cette décision. Donc vous travaillez sur les critères. Voilà, en résumé, avant l'orchestration par IA, l'IA vit dans un chat séparé pour chacun, le groupe il copie-colle, il interprète, il reformate, voire dans certaines orgas peu matures, on réécrit pour faire semblant que c'est pas l'IA qui l'a fait, mais c'est nous, et on n'assume pas trop. Ou sur le Canva, à l'inverse, on assume tous que l'IA va plus vite que nous. Par contre, elle va peut-être plus vite dans la mauvaise direction. Donc, travaillons ensemble sur la bonne direction à prendre, corrigeons, relançons, réutilisons et itérons ensemble sur ce qu'il faut faire. Dernière petite section, je vous donne 5 conseils hyper concrets, il y a 5 minutes. Dans tous les cas, IA ou pas IA, moi avec les centaines d'ateliers que j'ai animés, les ratés complets que j'ai vécus, un peu de fou rire et un peu de larmes aussi. J'aimerais vous éviter tout ça et je vous partage 4-5 choses qui font qu'aujourd'hui tout roule dans la très grande majorité des cas et on a des ateliers impactants plutôt que des gros flops. Le premier principe, c'est de bien cadrer, de rendre un cadre hyper explicite. C'est-à-dire que les participants, ils doivent, même si vous n'êtes pas là, donc je donnais l'exemple du World Café où ils sont 15, vous ne pouvez pas répondre aux questions de 15 personnes quand vous avez 10 minutes de prod à faire en même temps. Donc il faut qu'ils puissent, sans avoir à entendre le son de votre voix, comprendre exactement sur quoi ils travaillent, ce qui est attendu d'eux, à quoi va servir leur contribution. Concrètement, moi ce que j'aime bien, c'est je me note toutes les consignes écrites sous forme de questions, pour qu'il y ait un point d'interrogation à la fin, et je fais un test à blanc, comme ça je peux même moi-même comprendre est-ce que j'ai compris ce que j'ai écrit. Et ce test à blanc, il ne sert pas à rien, puisqu'il me permet de mettre un exemple à chaque fois de la matière attendue. Et ça, si vous commencez à orchestrer par IA, dites-vous que c'est encore plus utile parce que ça évite que l'IA parte en freestyle sur des trucs qui n'ont rien à voir. Deuxième volet, ça va être faire contribuer tout le monde. Un des gros peut-être écueils qu'on peut avoir quand on met plusieurs personnes autour de la table, c'est que c'est celui qui parle le plus fort, le plus important, etc., qui prime. Et ça marche, c'est le risque, il est en réunion, il est en atelier, il est en rituel, il est en tout ce que vous voulez. La force, c'est vraiment d'avoir toujours des phases de travail silencieuses quand vous avez un output à faire. Quand c'est de l'alignement, pour faire des phases de discussion et tout, il n'y a pas de problème. Mais quand on est sur de la production, il faut que il y ait du travail silencieux. Il faut que des personnes qui sont peut-être plus timides, moins à l'aise, ou même juste tout simplement, vous avez 40 personnes, vous avez 20 minutes devant vous, le temps de parole, vous divisez 20 par 40, vous arrivez à vraiment très peu de temps pour discuter. Donc prenez plutôt le temps d'écrire et de partager et de prioriser le vocal, l'oral, pour les sujets importants plutôt que le blabla collectif. Bien outillé, j'ai parlé un peu de plein d'outils tout à l'heure. On a parlé de Miro, on a parlé de Mural. On a vu que si on voulait orchestrer par IA ou assister par IA, il allait peut-être falloir utiliser des outils différents. Donc, équipez-vous. Le post-it et le crayon, ça marche dans beaucoup de situations, mais pas dans toutes. Si vous avez des équipes qui ne sont pas à Paris ou qui sont un peu partout, ça marche pas. Donc, équipez-vous. Et quand on dit équipez-vous, ça veut aussi dire outillez-vous de la bonne façon. Un truc que j'ai appris à mes dépens, par exemple, c'est qu'en hybride ou à distance, je ne partage jamais mon écran parce que on multiplie les outils quand on fait ça. C'est-à-dire que je peux suivre ce que je suis en train de dire sur Miro, mais aussi sur Teams. Du coup, on commence à diviser l'attention. On a des gens qui ne suivent pas, qui ne comprennent plus où ils sont. Concentrez-vous sur un outil quand vous êtes en train de travailler sur un workshop. Tenez-vous et tenez-vous-y et vous aurez des bien meilleurs résultats. Enfin, avant-dernier, relier l'atelier à une décision. Donc là, ça paraît un peu, c'est un peu le cœur même du webinaire, mais
C'est le point le plus important. Il faut que les participants, dès le début, ils savent ce que leur contribution va permettre de faire. Chaque atelier a une fin, un attendu. Il faut vraiment savoir, dès le début, si tout ce qu'on va produire, ça va permettre d'arbitrer un périmètre, prioriser les opportunités, valider une orientation, identifier des risques. Voilà. Si vous êtes sponsor de l'atelier, c'est encore plus important de le dire clairement. Laissez pas vos équipes travailler 2 ans ensemble sans savoir ce que vous attendez à la fin. Faites-le dès le début et là, vous allez gagner. Ça paraît évident dit comme ça, mais il y a beaucoup de moments où on n'a pas pu clarifier ça et on a fait un peu des workshops qui servaient à rien. Ou en tout cas qui n'étaient pas réutilisés. Et pas réutilisés, c'est ce que le 5e point est vraiment là pour éviter de permettre de corriger. Faites la conclusion pendant le workshop. Si vous n'avez pas le temps, arrêtez-vous, remettez une date. La conclusion dans un mail à la fin, après un workshop, 2 jours après, etc., avec le lien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà, c'est vraiment. Rajoutez du temps à l'atelier. Nommer des acteurs à la fin. Faites une synthèse immédiate. Assurez-vous que tout le monde a compris la même chose de ce qu'il devait faire à la fin de l'atelier. Et poser des next steps. Voilà, on est capable de mener des sujets d'un atelier à un autre et avec des progressions entre les ateliers. Ça marche très bien. On n'a pas besoin de mails entre-temps. On n'a pas besoin de tout mettre sur PPT après ou de faire des choses. Il faut juste le faire en séance. Voilà. 3 petits key takeaways en conclusion de ce webinaire. L'alignement au sein de l'organisation dépend de la présence ou non de dispositifs de décision collectifs, partagés entre les équipes, entre les différentes hiérarchies. Les ateliers vont vous permettre de faire passer des informations en dispositifs de décision et de les partager à l'échelle collective, justement, et plutôt qu'individuel. Et avec les nouveaux outils IA à notre disposition, il vaut mieux se concentrer ses efforts sur le raisonnement, qui lui devient visible, partageable, etc. Parce qu'il va influencer directement l'output que va générer votre nouveau collectif humain plus IA qui est dans vos équipes. Voilà, merci. Et petite question peut-être d'ouverture pour ceux qui ont tout suivi jusqu'au bout. Parmi les 4 ateliers présentés, lequel vous avez le plus envie de mettre en place ou que vous avez déjà mis en place et que potentiellement vous auriez envie d'améliorer? Voilà, et si vous avez des questions, il y a avec plaisir pour en parler en séance maintenant ou se recontacter par la suite. On a une petite question d'Adrien Ouais. chat sur le Lean Inception. Est-ce que ça a été compliqué d'avoir ces 6-8 personnes dans les ateliers? Et il précise qu'il a déjà du mal à trouver des créneaux d'une heure. Ouais, bah, c'est pour ça que je donnais en adaptation conseillée le distanciel ou l'hybride et de préparer ces supports sur Miro, Figma Mural, etc. C'est que vraiment découper, ne pas s'en tenir au format type de 5 jours sur 6 heures, comme par exemple un design sprint, hein, c'est un peu les mêmes contraintes. On a l'orga de rêve qu'on a dans notre tête, où tout le monde est dispo, on peut tous travailler ensemble et tout le monde est content. Et puis on a l'orga réel, où les gens ils ont des agendas blindés, où tout le monde n'est pas toujours dispo. Et ça, bah, je rejoins totalement Adrien. Découper en petites activités plus courtes, avancer comme ça, et vous allez voir que dès la première activité, en fait, en montrant au collectif ce qu'il y a après, en plus c'est hyper visuel sur un mural, etc. On peut voir ce qui s'attend, on peut même naviguer et aller voir, ok, là je fais ça, mais ça va servir à quoi? Vous pouvez voir l'activité d'après. Ça va permettre aussi d'avoir ces équipes-là qui sont un peu plus motivées pour revenir la prochaine fois. Et puis ça vous permet de les embarquer mettre le pied à l'étrier plus facilement au début. Très bien. Il y a une autre question de Mathis, mais tu as un peu répondu par rapport au conseil. C'était d'après ton expérience, quelles sont les raisons principales ou récurrentes qui font qu'un atelier est un échec? Ça se rejoint pas mal. Ouais, il y a pas mal de choses que j'ai données en conseil. Ce que je peux te dire en plus, ce que je peux dire en plus, c'est ça demande quand même une certaine posture du facilitateur qui organise l'atelier.
On va se retrouver, quand on se retrouve, je vais te parler un peu d'avoir animé les ateliers du stagiaire au directeur de COMEX. Il faut être capable de parler à ces niveaux de gens-là. Il faut être capable de parler à des gens qui n'ont pas le même niveau avec les outils, d'anticiper. Moi, un truc en plus que j'ai pas dit, que je fais pas toujours, j'évite de le faire quand je peux, mais parfois on n'a pas le choix si on veut que l'atelier fonctionne, c'est d'embarquer des stakeholders en amont sur certains niveaux. Moi, j'ai déjà fait des initiations à Miro avant le workshop pour être sûr avec des. Donc là, c'est même pas selon le niveau d'hierarchie, c'est juste selon le niveau d'appétence à l'outil et vraiment mettre à dispo, faire un peu le support technique avant pour éviter d'avoir à le faire en live avec des gens. J'ai déjà dû dire à des dirigeants, leur présenter l'atelier avant pour être sûr qu'il ne me sabote pas le workshop une fois qu'il est dedans et qu'il est d'accord avec le principe de c'est des décisions collectives, c'est le but. Il va y avoir des moments de silence où il va falloir que tu te taises et que tu laisses tes équipes travailler parce que sinon on fait comme d'hab et puis on retrouve les problèmes qu'on avait avant. Donc il faut être capable d'assumer aussi cette posture-là, mais no pressure, hein. Des workshops, ça prend du temps et c'est avec aussi la preuve du résultat. Une fois qu'on en a fait un qui s'est bien passé, parfois ça met un mois ou deux d'embarquer des gens. Ça paraît long, un mois ou deux, mais une fois que c'est fait, après on arrive à dérouler, on convainc les gens par la valeur et ça fonctionne. Méthode un peu itérative, comme en product, quoi. Ouais. Petit. Votre produit devient le workshop. Ouais. Trop bien, merci beaucoup. Écoutez, je pense qu'on peut clôturer cette séance. Sauf si vous avez d'autres questions. Perso, l'utilisation du buyer feature pour aligner avec le management, je trouve ça cool. Ouais. Et c'est vraiment c'est encore plus fort avec le management que de le faire avec ses devs et tout, et qu'on priorise ou ses designers dans son coin. Euh, et on peut le faire avec ses designers dans son coin une fois qu'on l'a fait avec notre leader et qu'on a branché l'assistant sur toute la façon de penser de notre leader, et ensuite on déploie ça dans les équipes. Franchement, c'est très fort. Il y a Louisa qui nous demande si on pourra avoir le support présenté. Sachez que c'est un webinaire qui est enregistré, donc il sera disponible sur notre chaîne YouTube en replay, donc vous aurez accès à tout le contenu, pas de souci. Et puis à dispo pour s'en parler. Là, on a mis des liens de Wi-Fi ou même mon lien à moi sur LinkedIn. Donc, si vous voulez creuser un volet, un workshop que vous allez animer prochainement ou que vous avez envie et que vous avez besoin d'arguments pour le pitcher un peu, n'hésitez pas. Super, merci beaucoup. C'était hyper riche, on espère que ça vous a plu. Et à très vite pour un nouveau webinaire. Ouais, Merci beaucoup. merci. Bravo.